Violence policière. Depuis l'affaire Michel Zecler notamment, ces mots qu'Emmanuel Macron refusait catégoriquement de prononcer il y a encore quelques mois sont désormais sur toutes les lèvres. Le président en personne, confronté aux journalistes violentés par la police, Rémi Buisine, a désormais reconnu leur existence, une première. Il y a des policiers violents, il y en a. Et donc, là-dessus, il faut prévenir, former et surtout sanctionner. Mais si on est juste... Alors, il y a des policiers violents, mais est-ce que ce sont des violences policières, Monsieur le Président? Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières? Pardon, ça s'appelle comment? Enfin, ce qui a été filmé, j'ai vu les images, oui, ça s'appelle comme ça. Samedi dernier, la manifestation contre la loi de sécurité globale a été très violemment réprimée. Vous les avez peut-être vues passer, ces images de policiers anormalement violents avec une foule pacifique, une jeune femme blonde immobile qui se fait jeter au sol par un policier ou encore un musicien au visage ensanglanté. Ces images, je ne peux pourtant pas vous les montrer à l'écran. Pourquoi? Car YouTube et Facebook limitent leur diffusion en mettant une limite d'âge et une restriction d'accès au contenu chaque fois que nous montrons ces violences. Résultat, la vidéo n'est plus proposée dans aucune page d'accueil et son audience est limitée. Si vous voulez les voir, en revanche, nous vous mettrons les liens de toutes les vidéos évoquées en barre d'infos. La police est ouvertement remise en cause par une partie des citoyens et des médias, mais plus que jamais, l'exécutif et le ministre de l'Intérieur en particulier soutiennent cette institution envers et contre tout. Comment sommes-nous arrivés dans cette crise de la confiance ? Pouvons-nous réconcilier la police avec ses citoyens? Pour en discuter, nous accueillons Olivier Filiol. Vous êtes sociologue du politique, professeur à l'Université de Lausanne et co-auteur du livre Politique du désordre avec Fabien Jobard. Nous allons commencer avec ces révélations de Mediapart, sorties cette semaine à propos de la manifestation de samedi 12 décembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aurait maquillé les chiffres des interpellations lors de la manifestation à Paris. L'enquête montre que des manifestants pacifiques ont été arrêtés au hasard, contrairement à ce qu'affirme le ministre, et placés en garde à vue. Certains sont même restés en garde à vue bien plus que les 48 heures réglementaires. Olivier Filiol, est-ce que ça vous étonne ? Alors non, non, ça ne m'étonne pas disons pour deux raisons. La première, c'est le contexte, les circonstances, chacun le sait. On est dans un moment particulièrement tendu de rapport entre police, ministère de l'Intérieur et population autour de la question du maintien de l'ordre. Donc ça ne m'étonne pas, mais au-delà de cela, ça ne m'étonne pas tout court, je dirais, parce qu'au fond, on est dans un moment, mais cette fois-ci, c'est depuis 2014, depuis donc plusieurs années, on est dans un moment où la question du droit en manifestation a un peu évolué. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en manifestation, on s'arrangeait avec le droit. C'est-à-dire qu'on tolérait les illégalismes, on essayait d'arranger le coup, si vous voulez, on pourra revenir sur ce que ça veut dire concrètement. En revanche, du côté policier, on respectait le droit, du moins on est censé s'y attacher. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de tolérer quoi que ce soit de la part des manifestants, en termes d'illégalisme. Le moindre écart est immédiatement sanctionné et fait l'objet d'intervention, d'interpellation, alors que du côté policier, pour reprendre l'expression de notre président de la République, c'est open bar. C'est-à-dire que là, on le voit bien, open bar sur ordre, sans aucun doute, mais on voit bien que le respect, si vous voulez, des règles déontologiques, des doctrines d'emploi, de la manière de pratiquer le maintien de l'ordre, on s'en affranchit avec une facilité déconcertante aujourd'hui. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il suffit de regarder n'importe quelle image de manifestation, sans aller chercher les plus trash, si vous voulez, pour voir que les policiers, partout, en toutes circonstances, à tout moment dans les manifestations chaudes, si vous voulez, pointent des manifestants et tirent, c'est le fameux LBD. Donc on a vraiment changé de logiciel, si vous voulez. Donc ça veut dire que, bien sûr que dans le passé, il y avait des écarts. Bien sûr que dans le passé, il y avait de la mauvaise conduite. Voilà. Mais disons qu'elle n'était ni la règle, ni l'habitude. Et il semblerait qu'aujourd'hui, pour des raisons qu'on peut évidemment expliquer, et le livre que qu'on vient de publier s'attache à cela, on peut expliquer ce qu'on appelle cette brutalisation du maintien de l'ordre, qui ne vient pas évidemment, ce n'est pas le fait de hasard. Justement, la brutalisation du maintien de l'ordre, c'est un concept que vous évoquez dans votre livre, Politique du désordre, que vous avez coécrit avec Fabien Jobard. Et c'est un livre qui se base sur plusieurs enquêtes en réalité que vous avez menées depuis plus de 20 ans sur des dizaines d'entretiens qui recensent et analysent les régressions successives en termes de maintien de l'ordre. Et donc dans votre livre, vous parlez effectivement de ce processus de ce que vous appelez la brutalisation du maintien de l'ordre à l'œuvre depuis 2010 selon vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que vous entendez par là ? Alors,
Par brutalisation, alors ça désigne une chose toute simple à définir, c'est le fait que de plus en plus, en situation de maintien de l'ordre, la police exerce de la brutalité, donc de la violence, sur les manifestants. Par définition, une activité de maintien de l'ordre peut amener, si en face ça résiste, à l'usage de la force, bien entendu. Mais brutalisation pointe autre chose, c'est un usage de la force disproportionné, systématique, et qui vise, semble-t-il, de moins en moins à faire baisser la tension, c'est-à-dire à faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler, et de plus en plus à empêcher la manifestation, à la prévenir, et lorsqu'elle a malgré tout lieu, à l'arrêter le plus vite possible. C'est le cas on pourrait dire, de la manifestation de la semaine dernière, même si ce qui fait que ça s'est passé comme ça la semaine dernière répond à d'autres raisons. Et donc voilà, la brutalisation, c'est ça, c'est ce qu'on vit depuis plusieurs années. Alors, il faut reconnaître évidemment que du côté, disons, policier, d'un point de vue technique, faire du maintien de l'ordre aujourd'hui, c'est une autre paire de manches que faire du maintien de l'ordre il y a 20 ans. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs qui expliquent la brutalisation et qui sont à rapporter à l'évolution de l'institution policière et à son mode de fonctionnement. Le ministère de l'Intérieur est un ministère comme les autres, d'une certaine manière, et à partir de 2007, dès lors que le gouvernement fait voter un texte qui s'appelle la réforme générale des politiques publiques, donc en 2007, la RGPP, c'est une réforme qui vise, dans une logique de New Public Management, à faire maigrir les ministères, donc diminuer les personnes employées, diminuer les moyens, etc., etc. Donc le ministère de l'Intérieur passe à la moulinette comme les autres. On ne le voit pas. On ne le voit pas pourquoi. Parce qu'il y a aussi des ministres de l'Intérieur au même moment qui font fond, en quelque sorte, sur la demande et le besoin de sécurité. Donc on se trouve dans une situation à partir de 2007 où le ministre de l'Intérieur et le gouvernement en général met en permanence en avance. On y va à fond sur la sécurité, on met des moyens, en gros on sort les camions pour les montrer, on met les gars dans la rue pour qu'on les voit, une présence visible de la police. Mais en réalité, ce qui se fait, c'est exactement le contraire. Attrition des moyens, diminution des effectifs. Nicolas Sarkozy a joué de ce point de vue-là, mais comme tout le monde, comme tous les hommes politiques, qui ont été en charge ces dernières années, a joué un rôle assez intéressant, puisque ministre de l'Intérieur, il mène une politique, et ensuite président de la République, il en mène une autre. Toujours est-il qu'au final, les effectifs ont diminué considérablement, d'accord ? Et particulièrement l'encadrement intermédiaire, les brigadiers, les effectifs de la police nationale ont diminué considérablement, l'encadrement intermédiaire a diminué considérablement. Donc ça veut dire que quand on a des policiers sur le terrain, que ce soit en maintien de l'ordre ou ailleurs, disons, ils sont beaucoup moins encadrés qu'ils ne l'étaient. Or, le maintien de l'ordre, c'est une activité qui n'est pas une activité de police. Au sens où une activité de police, c'est une activité dans laquelle les fonctionnaires sont censés faire usage d'un pouvoir discrétionnaire et d'un pouvoir d'appréciation. Ils ont de l'autonomie, par définition. Mais en maintien de l'ordre, le fonctionnaire, c'est un Playmobil. Je veux dire, et c'est pas méprisant de le dire, le fonctionnaire en maintien de l'ordre, il doit obéir comme un seul homme. On n'est pas autonome, on ne travaille jamais seul, on ne fait rien seul. Du fait de l'attrition des moyens, donc je poursuis et ça va répondre à votre question, du fait de cette baisse des moyens, il faut quand même gérer donc une montée en puissance des manifestations. Alors ça se traduit par quoi? Deux choses rapidement. Une première chose, c'est le fait qu'on fait maigrir et qu'on met un peu aux marges les forces spécialisées de maintien de l'ordre, qui coûtent cher, les gendarmes, les CRS, parce qu'eux, ils sont spécialisés là-dedans, c'est leur tâche, c'est leur cœur de métier, le maintien de l'ordre. Et comme dans les années 90, on avait le sentiment, dans les sphères gouvernementales, qu'il y avait de moins en moins de manifestations, que c'était un peu fini tout ça, etc., qu'il n'y aurait plus de gros problèmes d'ordre public, on a quand même bien diminué ces forces spécialisées. D'accord. Si on voulait en fait encadrer correctement les manifestations, on ne peut pas. Disons qu'il va falloir introduire des réformes sérieuses pour revenir, mais l'intention n'est pas là, l'intention est orthogonale à ce que vous annoncez. Donc, parce que l'intention, c'est justement, d'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça, de diminuer encore plus le rôle des forces spécialisées, dont vous savez que depuis plusieurs années, elles sont occupées, parce qu'on estimait que finalement, elles ne servaient pas à grand-chose, puisqu'il n'y avait plus tant de manifs. Donc, on les a dispersées, utilisées sur des tas d'autres tâches. Et puis, par ailleurs, l'idée, dont on voit les effets aujourd'hui, que ces forces spécialisées qui coûtent trop cher, on va les remplacer en maintien de l'ordre, de plus en plus, par de la police nationale ou de la gendarmerie départementale, c'est-à-dire des fonctionnaires de police qui font de la police et qui, à l'occasion, lorsque ce sera nécessaire, feront du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas formés pour ça.
Alors, voilà, c'est là que se pose la question de la formation. Et là revient la question de l'argent. En fait, à tous les étages, c'est une question d'argent. Je pense que c'est important de le dire parce que les débats aujourd'hui tournent beaucoup autour de questions de principe, on est pour, on est contre la police. Franchement, c'est pas là que ça se joue. Il faut parler d'argent. Et si on commence à parler d'argent, il y a de bonnes chances d'ailleurs que les sociologues tombent d'accord avec les syndicats de police. Vous voyez ce que je veux dire, ça redistribue les cartes parce qu'en réalité, il y a une sorte de méconnaissance de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur est en train de maigrir au point que d'une certaine manière, la police nationale est en train de se dissoudre. Donc aujourd'hui, la brutalisation, elle est aussi redevable de ce défaut de formation de la police qui est amenée à faire du maintien de l'ordre. Dans votre livre, vous évoquez l'isolement progressif de l'institution policière. Alors aujourd'hui, la loi de sécurité globale notamment, les opposants disent que c'est la loi de la police, écrite par la police, et que, notamment parce que le rapporteur de cette loi, Jean-Michel Fauvergue, est un ancien du RAID. Est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui ne serait pas coincé, pris un peu à son propre jeu? Est-ce qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'afficher son soutien à une institution policière finalement qui est devenue autonome et donc de donner suite à ses revendications? En d'autres termes, la police est-elle à la botte du pouvoir ou est-ce le pouvoir qui est à la botte de la police? Alors, il est à peu près certain, enfin je ne vois pas comment on peut le contester tellement c'est visible, que dans la période contemporaine, les rapports entre la police et l'autorité civile et le pouvoir exécutif s'est sérieusement abîmé. À la fois parce qu'on a le sentiment, il faudrait détailler, mais on a le sentiment que, disons, l'institution policière, et tout particulièrement la préfecture de police à Paris, qui est une sorte de petit État dans l'État, que ces institutions donc tiennent un petit peu la dragée haute au pouvoir politique, et tout particulièrement au ministre, que ce soit le ministre actuel, le ministre précédent ou d'autres avant, qui, il faut le dire, se sont révélés, disons, pas tout à fait adaptés à la mission qui leur avait été confiée. On ne va pas reprendre la liste de tous les ministres de l'Intérieur depuis 1945, mais en réfléchissant 2 minutes, et je peux vous dire que les policiers y pensent, on sait très bien qu'un certain nombre de ministres se montrent, et depuis plusieurs années c'est le cas systématiquement, particulièrement, disons, pleutres. C'est-à-dire c'est plus un ministre qui exerce son rôle de ministre, c'est un chef de bande. Oui. Et qui le dit. Donc, si vous voulez, et je ne pense pas qu'à Darmanin, qui effectivement a dit... On a des ministres qui disent des bêtises, c'est ça le problème, qui disent publiquement des bêtises. Et ça abîme en quelque sorte la relation hiérarchique, parce qu'on a qu'un ministre, c'est quand même le patron. Là, on a l'impression d'avoir des patrons qui sont à la fois incompétents, je pense, je ne veux pas le charger, mais il est ministre en ce moment, mais à Gérald Darmanin... commentant la loi qui entre en discussion en disant des choses qui sont totalement contraires à ce qui est dans le texte de loi, comme s'il ne l'avait pas lu. Comme quoi, par exemple? La loi va faire qu'on va devoir flouter les visages. Il a dit une série de bêtises, mais d'erreurs manifestes qui montraient, alors, soyons généreux, qui montrait sans doute qu'il avait une stratégie, c'est une stratégie politique, et qu'il connaissait le texte et qu'il faisait exprès de dire des bêtises, plutôt que c'est plus ça que mentir, ou alors il avait tout simplement pas lu le texte, il avait mal compris, je ne sais pas, enfin tout ça est assez étrange. Et c'est un exemple, mais disons qu'on a eu une série de ministres de l'Intérieur qui se sont montrés particulièrement peu vigoureux vis-à-vis de leur force et donc de leurs subordonnés et vis-à-vis des syndicats de police qui, quand même, ont connu une évolution depuis une vingtaine d'années tout à fait étonnante, qui fait qu'aujourd'hui, ils deviennent... Enfin, il y a des éléments toxiques, en quelque sorte, dans le fonctionnement de l'univers syndical policier aujourd'hui, commence à devenir toxique. Les syndicats montent au créneau de manière quand même tout à fait étonnante. Dès que l'exécutif prend la parole, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui prend la parole, qui ose dire oui, il y a peut-être des violences policières, je pense à l'interview étrange d'Emmanuel Macron dans Brut, pour Brut, etc. Immédiatement, on sort les menaces de mort, les insultes, la grève du zèle, enfin, je veux dire, c'est quand même étonnant, non ? Je ne connais pas un autre univers syndical où les syndicats tiennent aussi fort la dragée haute de leur patron. Ça n'existe pas. Donc ça dit quand même quelque chose d'inquiétant. Et cela va dans le sens que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, ça donne le sentiment que l'institution policière
a eu tendance à s'affranchir en quelque sorte du contrôle, du poids, si vous voulez, de l'exécutif, parce que, donc des formes d'autonomisation, si vous voulez, parce que notamment donc, les syndicats ont un petit peu changé de nature. Il y a une surenchère entre syndicats qui fait que on est toujours dans l'exagération, donc ça veut dire que ça ne peut que favoriser la loi de l'omerta sur les violences policières, sur la question du racisme, enfin sur tous les problèmes qui peuvent se poser à l'intérieur de l'institution, et que l'exécutif apparaît d'une certaine manière un petit peu pieds et poings liés. Alors on me dit, mais pourquoi pieds et poings liés? Il suffit de faire le ménage. Mais non, parce qu'on est aussi dans une situation où terrorisme, loi sur le terrorisme, pensez au Bataclan, pensez à cette image de la police qui, en fonction des événements, change du tout au tout. C'est le yo-yo. Un jour, toute la France aime la police, et l'autre jour, toute la France déteste la police. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que les sondages montrent de manière assez constante une appréciation par les Français de leur police. Même si aujourd'hui, les sondages montrent qu'ils en ont de plus en plus peur, ce qui est quand même très inquiétant. Et pourtant, effectivement, vous l'évoquiez, notamment les attentats de 2015 qui ont vraiment redoré, en tout cas qui ont donné une très bonne image de la police en France. On est passé donc de ces policiers qui étaient acclamés dans les rues à des manifestations comme celles qui sont en train de se dérouler actuellement, qui visent à contester littéralement une loi qui donnerait plus de pouvoir à la police. Et on avait notamment, je pense à la manifestation du 28 novembre, la marche des libertés, qui a rassemblé des centaines de milliers de citoyens à travers la France. Est-ce que la rupture entre la France, enfin en tout cas une partie des citoyens et la police n'est pas consommée ? En tout cas, en tant qu'observateurs, nous qui allons dans les manifestations, on constate une montée vraiment de la haine anti-police, des slogans de plus en plus présents, tout le monde déteste la police. Comment faire face à cette situation ? Alors d'abord, je pense que rien n'est, enfin tout peut changer, tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. On est dans l'action politique là, donc il suffirait par exemple qu'un gouvernement comme le gouvernement actuel prenne conscience des dérives assez graves qu'on est en train de vivre et ait suffisamment confiance en lui-même pour prendre des mesures un peu drastiques, en changeant de ministre, en changeant de préfet. C'est du symbole, parce que c'est pas ces personnes-là qui sont c'est pas en supprimant la personne que vous supprimez le problème. Mais enfin, c'est des signes qu'il faut envoyer à la population. Si vous voulez, depuis plusieurs années se développe une tendance sur plusieurs dimensions au développement de la prévention des manifestations. C'est-à-dire comme si vous voulez, on se disait, au fond, c'est la phrase du général Custer sur les Indiens, hein, une bonne manifestation, c'est une manif qui n'aura pas eu lieu. Voilà, comme un bon Indien, c'est un Indien mort. Ok, c'est une manière de résoudre le problème. S'il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de problème de maintien de l'ordre, bien sûr. Mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis donc, ces arrestations souvent préventives, voilà, tous les moyens mis en place. On développe le préventif, ça veut dire que donc c'est lié aussi aux lois sur le terrorisme. On ne va pas rentrer dans le détail des dispositions juridiques qui le favorisent, mais maintenant c'est possible. Pas parce qu'il y a tout de même des débordements à chaque manifestation quasiment. Alors ça fonctionne, mais à l'inverse de ce qui était prévu, c'est-à-dire que à force, si vous voulez, de mettre des obstacles, d'empêcher, de traiter, on va le dire rapidement, de traiter les manifestants comme des hooligans, parce que ça a glissé comme ça, hein, terroristes, hooligans, enfin tout ça, militants politiques, terroristes, hooligans, on a l'impression par moment, à entendre certains fonctionnaires et à lire certains documents, que tout ça c'est la même chose. Bon, il faut peut-être réfléchir un peu là, parce que là c'est quand même un problème. Et donc on peut tout à fait revenir en arrière sur là-dessus, mais il faudrait effectivement des gestes forts. Hein. C'est pas demain, ni après-demain, ni avant la prochaine élection présidentielle qu'une réforme profonde du maintien de l'ordre se fera dans un sens ou dans l'autre, parce que tout ça coûte de l'argent. L'apparition du drone, l'engouement pour les drones, l'utilisation des drones, c'est le produit notamment de la raréfaction des moyens. Parce qu'un drone, ça ne coûte pas cher. Enfin, ça commence à coûter cher quand les goélands les mangent systématiquement, mais en admettant qu'ils ne soient pas détruits à chaque vol, ce qui est plutôt le cas, eh bien un drone, c'est très économique. Les drones vont être de plus en plus équipés. Pour l'instant, les drones, ils prennent des photos, ils filment, quoi. Mais les drones qui projettent des produits marquants de 300 mètres de hauteur, ils existent déjà. Hein, donc c'est la guerre chirurgicale, mais en manifestation. Les drones qui peuvent lancer des balles caoutchouc, bien sûr, ils existent déjà. Vous pensez que ça pourrait être appliqué en France ?
mécaniquement, si les mouvements sociaux continuent à exister, à se développer, etc., ils ne sont pas complètement écrasés par la peur d'aller en manifestation et par la répression, qui aujourd'hui se déploie quand même un petit peu de manière ouverte. Bon. Mais bon, c'est pas dans toute la France, et on voit bien que ça produit l'effet inverse pour l'instant. Ça ne fait que stigmatiser, enfin galvaniser les manifestants. Donc, voilà. Donc si cela continue, c'est-à-dire que les manifestants ne sont pas découragés complètement d'aller manifester, et si il n'y a pas plus d'argent, il n'y a pas plus de moyens, oui. C'est plausible, c'est réaliste. Quand je dis les drones, c'est un réaliste. exemple parmi d'autres. C'est tout à fait réaliste puisqu'on en parle. Donc on le voit, l'état actuel des choses est déjà assez dramatique en manifestation. Il y a beaucoup de manifestants qui sont violentés, voire qui ont été mutilés. C'est devenu presque systématique. C'est aussi le cas des journalistes qui ne sont non seulement pas épargnés, mais même parfois visés. Ça a été largement documenté. Et on constate également un nombre croissant d'arrestations en manifestation, comme on l'évoquait en début d'émission, qui sont parfois complètement arbitraires. Et une fois que les personnes sont arrêtées, en détention, on ne respecte même pas leurs droits élémentaires, et voire on les garde très longtemps en garde à vue, plus que ce que la loi ne l'autorise. Quel danger démocratique ça présente, cette évolution du maintien de l'ordre ? Alors d'abord, de manière tout à fait immédiate, le premier danger, c'est qu'on a un préfet de police qui ne respecte pas la loi. Voilà. Oui, il y a de très nombreuses Sans reprises. commentaire, c'est énorme hein, comme truc. Est-ce que vous pourriez par exemple citer quelques exemples Eh bien, quand vous avez donné des exemples, le fait par exemple de se servir de l'arrestation, de la garde à vue, à des fins de dissuasion, à des fins d'empêchement de manifester, est véritablement illégal. D'accord ? Ça viole la liberté d'expression. Ça viole tout un ensemble de principes, et c'est donc quand c'est sur les ordres du préfet de police que ces choses-là c'est pas les policiers qui en prennent l'initiative, hein, là ça vient vraiment de l'exécutif, enfin en tout cas du préfet de police et donc du ministre, pour autant que le ministre ait la main sur le préfet aujourd'hui, mais voilà, c'est un exemple, mais qui est très grave, et bien entendu. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi que quand on est de plus en plus, on a le sentiment c'est pas le sentiment, parce qu'on a interviewé beaucoup de policiers qui nous l'ont dit pour s'en plaindre ou s'en féliciter, plutôt pour s'en plaindre que s'en féliciter. On est dans un moment où l'exécutif, en quelque sorte, dans sa tête, semble avoir réglé le problème. Et c'est pas cet exécutif-là, c'est depuis plusieurs gouvernements, c'est la droite comme la gauche. À savoir que, ma foi, il faut que la rue arrête de nous empêcher de gouverner. On a été élus démocratiquement, certes, par 20% de la population, mais ça on l'oublie très vite. Donc on est légitime, et maintenant on va mettre en œuvre un programme. Et il faut arrêter de se laisser mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on veut faire une réforme, parce qu'on n'y arrive jamais. C'est bien la maladie de la France, enfin on revient à François de Closet, si vous voulez. Voilà. Donc tout ça c'est une rhétorique bien rodée, mais qui est ancienne, qui désormais se traduit par une décision, d'une certaine manière, qui est consciente de se dire, il faut faire en sorte que les manifestations soient de moins en moins d'impact potentiel, donc il faut en faire diminuer la force, etc., etc. Donc deux choses, on ne va plus y répondre. Ça c'est une erreur politique fondamentale, on ne va plus y répondre. On va regarder ailleurs quand les gens sont dans la rue, voilà, quel que soit leur nombre. Ce qui est une erreur politique fondamentale, puisque en démocratie, dans les démocraties représentatives qui sont les nôtres, entre deux élections, le seul moyen pour les citoyens de s'exprimer de leur propre initiative, donc pas à travers les sondages, parce que ça, on leur pose des questions qui ne se sont pas posées, donc c'est pas exactement comme ça que l'opinion s'exprime, c'est la manifestation. On a un pouvoir exécutif qui se dit, finalement, pour se débarrasser du problème de la contestation entre deux élections, on va supprimer le problème en supprimant l'expression du problème. Enfin, c'est orwellien. Et puis c'est idiot. Enfin, il faut le dire, là, pour le coup, c'est idiot. Voilà. Effectivement, le débat public, la communication, c'est un petit peu le nerf de la guerre, en tout cas en ce qui concerne la contestation d'une loi. Et j'aimerais juste revenir sur le rôle des médias, notamment dans le maintien de l'ordre, puisque vous consacrez tout un chapitre de votre livre intitulé « Face aux médias, la bataille de la communication ». Oui. Qu'est-ce que l'irruption des chaînes d'information en continu a changé au maintien de l'ordre directement, alors que ça paraît quand même pas instinctivement, ça paraît pas corrélé. Parce que dans les tours de contrôle, on regarde les chaînes d'information en temps réel. Les salles de contrôle sont équipées de télévision et tours de contrôle, pour la prochaine étape. Oui, alors, les salles de contrôle, partout où on va, si on est dans une salle de contrôle, dans un endroit ou un PC, il y a BFM, CNews, c'est en permanence. Parce que justement, comme l'a dit Jean-Michel Fauvergue, il ne l'a pas repris, c'est une expression courante, le titre de notre chapitre sur les médias, c'est une guerre de com'.
C'est une guerre de com. Donc, évidemment, quand on regarde ce qui est produit, et désormais, si vous voulez, il y a une conscience très aiguë, c'est plus ancien que c'est pas si récent, mais une conscience très aiguë dans la police, et ils ont raison, qu'il y a à la fois la gestion de la manifestation sur le terrain, on va gagner, on va perdre, on va bien faire, on va mal faire. Mais après, il y a ce qu'on appelle la manifestation de papier. Hein, c'est une expression de Patrick Champagne, qui était une expression très heureuse, donc un livre de 1990, donc c'est pas si récent, mais qui pointe le fait que ensuite, il y a tout le travail d'interprétation de ce qui s'est passé et le sens qui va être donné de ce qui s'est passé, qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qui s'est passé. C'est ça qui va primer. C'est ça qui va faire que le ministre va sauter. C'est ça qui va faire que le préfet va sauter. C'est ça qui va faire que le commissaire va être muté. C'est-à-dire, ou que dans les médias, on va dénoncer les violences policières, ou que dans les médias, on va se féliciter du fait que la police a bien fait son travail. Donc c'est vrai qu'il y a une guerre de communication. Ah oui, Jean-Michel Fauvergue a absolument raison sur ce point. Il y a une guerre de communication, mais là où ça devient un petit peu gênant et compliqué, me semble-t-il, c'est que je ne suis pas certain qu'il soit légitime en démocratie que la police, en tant qu'institution, se lance dans cette guerre de communication. Il est évident que du côté de la société civile, des partis politiques, des syndicats, enfin de tout ce qui compose la société civile, il est normal que ça communique et qu'il y ait des luttes autour de cette communication, c'est l'essence de la démocratie, c'est le conflit. Mais qu'un ministère, une institution, une police au service du peuple, donc des citoyens, des fonctionnaires, rentre dans une logique de guerre de communication avec une partie des citoyens, une partie de la société civile, ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas. C'est se tromper vraiment lourdement que de considérer que puisqu'il y a une communication qui s'est développée, etc., eh ben, il faut que nous aussi, on soit qu'on réponde, en gros, terme à terme. Et c'est ça, d'une manière, qui est la grande misère du maintien de l'ordre en France aujourd'hui, me semble-t-il, c'est ce jeu de miroir. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que face aux innovations manifestantes, face aux transformations du paysage médiatique, face aux évolutions, le maintien de l'ordre ne peut pas se penser autrement qu'en miroir. En miroir, ça veut dire que ils utilisent de nouveaux armements, ben on va utiliser encore des nouveaux. Comme s'ils étaient sur le même plan que les délinquants parfois. Bah, disons que quand on voit la manif de samedi dernier, les interventions, enfin les arrestations au hasard pour casser le cortège et pour envoyer un signe clair qu'on ne tolérera rien, etc. D'un point de vue technique, très bien, il n'y a pas eu de... Enfin, ça ne va pas, parce que là, on a des comportements qui sont pas des comportements de fonctionnaires de police. C'est pas comme ça qu'on fait du maintien de l'ordre. On n'arrête pas les gens arbitrairement dans un cortège, en plus de manière musclée, on va dire, juste parce qu'on s'est dit que potentiellement, il a une tête qui ne me revient pas, et peut-être lui sans doute qui va lancer des cailloux dans 3 heures. On ne peut pas faire ça, ça ne va pas. On ne peut pas non plus arrêter les gens préventivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, en masse, avec l'idée que comme ça ils n'iront pas à la manifestation, donc ça en fera moins, et puis ça va décourager les autres. C'est pas ça. Je veux dire, le maintien de l'ordre. C'est une logique de course aux armements. Sauf qu'on n'est pas dans le nucléaire, là. Il n'y a pas d'armes nucléaires. Donc on est dans une logique de course aux armements où on monte les tours et on est de plus en plus violent de part et d'autre. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir dans ces manifestations que, et là c'est plus des tactiques black blocs, parce qu'on voit bien les gens qui pratiquent la tactique black blocs de manière convaincue, avec derrière une idéologie, une formation, des entraînements, etc. On les distingue très facilement en regardant les images, quand on est un peu habitué, du petit jeune ou de la mère de famille, etc., qui dit « bon, il y en a marre, je suis choqué, etc., etc. Et donc moi aussi je vais y aller, je me mets en noir et puis je vais faire le coup de poing ». On en a vu beaucoup là ces derniers temps, des gens qui d'une certaine manière naviguent autour de l'action Black Bloc, mais sans avoir, etc. C'est eux plus que les idéologiques bien convaincus qui vont taper sur les policiers. Parce que justement, comme j'ai dit tout à fait au départ, les anarcho-autonomes n'ont pas... c'est pas de blesser ni de tuer des policiers qui est dans leur viseur. Hein, c'est pas ça la tactique. Et donc le problème, c'est que si disons, le désamour pour la police, voire le rejet de la police se développe en manifestation, ça produit ce qu'on voit aujourd'hui qui est très inquiétant. Des gens qui vont, par exemple, s'acharner sur un policier. C'est inacceptable, de même que dans le mouvement des... Rappelez-vous, dans le mouvement des Gilets jaunes, 1er décembre, je crois, manif du 1er décembre aux Champs-Élysées, donc autour de l'Arc de Triomphe, vous avez un jeune gendarme qui se fait attraper par trois gars qui le rossent. Et mais immédiatement, tout ça va très vite, il est immédiatement pris en charge, sorti et sauvé de la rouste par des Gilets jaunes qui le sortent. C'était il y a quelques mois, ça.
Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui viendrait le sortir, le policier des griffes des trois qui lui tape dessus. Entre-temps, il y a eu 2 ans de violences policières, notamment, et c'est très important de le préciser, d'impunité policière. On l'évoquait, ces arrestations arbitraires, toutes ces dérives, en tout cas ce que le gouvernement qualifie de faits de bavure, de faits ponctuels, comme si ce n'était pas systémique. Est-ce que toutes ces dérives qui vont être rendues possibles, encore plus possibles par la loi de sécurité globale, est-ce que ça ne va pas justement favoriser cette montée de la violence en renforçant, encore une fois, ce fossé entre une partie des citoyens et l'institution policière qui, je le crains, pourrait peut-être être irrémédiable à un certain point? Est-ce qu'il y a un point de non-retour? Non, je ne pense pas qu'il n'y a jamais de point de non-retour, mais disons que plus on avance dans cette direction, plus il sera difficile de revenir en arrière, parce qu'il faut rétablir des choses qui sont difficiles à établir, comme la confiance. Voilà, mais il y a aussi des choses plus difficiles, qui sont difficiles à rétablir, ne serait-ce que pour des raisons mécaniques. Tout à l'heure, je mentionnais l'attrition des moyens. Donc moins de personnes recrutées, et surtout des personnes qui sont, on pourrait dire, tellement mal formées qu'on peut même considérer qu'elles ne sont plus vraiment formées. Bon. Et je ne crois pas exagérer. Depuis 2015. Donc, ça veut dire que depuis plusieurs années, chaque année, il y a une cohorte de nouveaux gardiens qui rentrent dans la police nationale et qui exercent son métier en n'ayant été pas formés. Donc ça veut dire que vous rajoutez encore 5 ans comme ça, vous voyez, parce que ça se renouvelle, je veux dire, les gens partent à la retraite, les nouveaux arrivent. Là aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la proportion, des nouveaux recrutés, mais ça devient tout à fait inquiétant. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'affaires que l'IGPN a eu ou aura à connaître, on voit bien que les fonctionnaires qui sont mis en cause sont des fonctionnaires qui ne sont justement de cette génération-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés. Et là, ça pose un énorme problème pour le pouvoir politique, quel qu'il soit, c'est que dire cela, c'est clairement indiquer que la responsabilité est entièrement politique. Entièrement politique. Le problème, c'est pas notre police est raciste, notre police est méchante, nos fonctionnaires sont... Non, c'est pas ça. Ça, c'est le résultat de politiques qui font que si vous formez plus les gars, ils ne seront pas formés. Les gendarmes aujourd'hui, regardez les gendarmes pendant le mouvement des Gilets jaunes ou le CRS, combien de munitions ont-ils utilisées par rapport à la police? Combien de personnes ont-ils énucléées? Quasiment pas. Donc, au fond, je veux dire, c'est une évidence. Des fonctionnaires formés, quelles que soient leurs opinions politiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça peut être des racistes confirmés, c'est pas le problème. Mais quand il est au travail, si vous voulez, et quand il est dans son escadron, dans sa compagnie, il marche au doigt et à l'œil, parce que c'est ça qu'il a appris, il a eu une formation militaire. Moi, je considère que c'est ça qu'il nous faut au maintien de l'ordre. Que ce soit des forces spécialisées ou la police non spécialisée, mais qu'il y ait une formation de nature militaire, il faut que les hommes en maintien de l'ordre obéissent au doigt et à l'œil. Il n'est plus question, il faut que ça s'arrête d'entendre des fonctionnaires de police dans les manifs qui insultent les manifestants, qui répondent aux colibets, qui entament des discussions, on le voit tout le temps sur les barrages. C'est insensé, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Les petits règlements de compte, il y a toujours eu ce qu'on appelait la course à l'échalote, hein. On lâche une charge, après avoir subi les orions pendant des heures. Évidemment, il y a toujours un fonctionnaire un petit peu qui en a repéré un, qui va lui frotter les oreilles. Mais souvent, il est identifié, ce fonctionnaire, parce qu'il est un peu nerveux, on va dire, et ses collègues sont là parce qu'il y a un groupe, et puis il y a un officier. Tout ça, c'est délité. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette analyse. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous le pouvez, devenez sociaux. Moi, je vous dis à bientôt. Journaliste indépendante, je travaille dans de nombreuses rédactions, dont celle du Média TV depuis quelques mois. J'y trouve un lieu de totale liberté d'expression où je peux donner la parole à des économistes hétérodoxes dont le regard ne peut qu'enrichir le débat démocratique et mettre en lumière les failles du néolibéralisme en cette période de crise sanitaire. Ici, je peux interroger des auteurs, des citoyens engagés, donner une voix à ceux qui n'en ont pas et mettre en lumière des idées différentes de celles que l'on voit dans le paysage médiatique traditionnel.